en quelques 50 ans, la science-fiction qui était jusqu'à aujourd'hui une projection finalement dans un futur plus ou moins parfait, avec certes des défauts, mais dont les nouvelles technologies semblaient promettre une utopie bien heureuse dans une technoscience bienveillante, eh bien peu à peu commence à perdre de ses couleurs, à virer à la catastrophe et à la dystopie, au point où aujourd'hui le réel semble combien même la rattraper, la dépasser, et à se poser la question si la conjecture rationnelle n'est pas en train de se dérouler dans le réel et non plus dans la fiction. Frédéric Jacot, bonjour, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui pour cette interview pour la Fondation Jean Monnet. C'est vraiment un grand plaisir de nous avoir avec nous. Bien, bonjour Boris, merci pour cette invitation, je suis ravi d'être là. Merci beaucoup. Alors, si vous permettez, je vais commencer par faire une rapide présentation. Donc, vous êtes écrivain, vous êtes auteur de polars, dont plusieurs ont été publiés aux prestigieuses éditions Gallimard, ce qui est quand même pas rien. Vous avez été également chroniqueur dans la revue d'ESF Bifrost. Mais si vous êtes avec nous aujourd'hui, c'est en qualité de directeur de la Maison d'Ailleurs, musée de la science-fiction, de l'utopie et des voyages extraordinaires à Yverdon-les-Bains, où vous avez occupé le poste de conservateur durant près de 20 ans avant de prendre la direction du musée en 2024. Est-ce que je suis juste jusque-là? Absolument, dans le tir. Parfait. Alors, bah, commençons directement dans le vif du sujet. Est-ce que vous pouvez nous présenter la Maison d'Ailleurs? Quelle est cette institution muséale? Quelles sont ses missions, ses collections, ses objectifs et bien sûr ses défis parce que je suppose qu'il y en a. Oui, alors la maison d'ailleurs, c'est un lieu tout à fait commun finalement dans la culture, c'est ce qu'on appelle un musée. Et c'est un musée dans le sens profond de sa mission qui est celle de constituer un rapport avec la culture en termes de sauvegarde de la mémoire, de représentation d'un certain développement de l'imaginaire humain, de sa construction culturelle, de son histoire. La maison d'ailleurs, elle a pris son existence au travers d'une personne unique qui s'appelle Pierre Versin, qui était un grand collectionneur, qui a débuté une collection de livres à la base dans les années 50, après avoir eu un vécu personnel extrêmement lourd, hein, c'est un des rares rescapés d'Auschwitz, et qui, après avoir finalement été confronté à ce que l'humain peut créer de pire en termes d'histoire et de rapport au réel, eh bien, s'est dit qu'il allait collectionner ou en tout cas aller chercher, découvrir toutes ces fictions, tous ces textes qui vont parler d'univers autres, différents. Pour lui, l'idée, c'était de trouver dans la littérature une proposition qui puisse non pas effacer ou proposer autre chose, mais simplement de prouver que l'humain avait la compétence de créer des facettes de la différence. Pas forcément pour le meilleur, pour le pire aussi. Alors à la base, dans les années 50, quand Pierre Versin s'intéresse à ce qui n'a pas vraiment de nom, puisqu'on parle de science-fiction, on peut parler d'utopie, on peut parler de voyage extraordinaire, suivant les périodes et les gens dont s'intéresse, eh bien lui, il va collectionner d'une manière vraiment folle, en prenant le maximum de textes sous ses bras. Et puis c'est comme ça qu'en une vingtaine d'années, il va accumuler entre 15 et 20 000 bouquins, qu'il va soigneusement lire, passer tout son temps à lire et à noter, pour construire peu à peu une encyclopédie qui est une sorte de vaste descriptif de ce que l'imaginaire humain a pu produire depuis, on va dire, l'épopée de Gilgamesh jusqu'à aujourd'hui, et développer une idée un petit peu centralisatrice autour eh bien, d'un phénomène littéraire que lui va appeler la conjecture rationnelle, qui est un mot un petit peu compliqué, mais simplement pour dire des fictions qui vont penser des ailleurs qui sont pas simplement la représentation du monde courant qui nous entoure. Ça, c'est la base de ce musée-là, autour de cette collection qui va être léguée par Pierre Versin à la ville d'Yverdon-les-Bains dans les années 1976. Et puis à partir de là, on va constituer un musée, c'est-à-dire un lieu de mémoire et d'archives, qui va permettre bah, d'une part de continuer ce projet intellectuel et culturel, de constituer une vaste cartographie de ce que l'humanité aura pu imaginer en termes de fiction extraordinaire,
et puis de l'autre, eh bien, de le partager d'une part avec les publics, puisque un musée n'est pas qu'un lieu d'archives, mais aussi un lieu de partage. Donc l'idée, c'est de partager avec les publics, soit au travers d'expositions, soit au travail de recherche, de communication, de divertissement. Jusque dans ces années-là, ça fait 50 ans, bientôt, que le musée existe sous sa forme, on va dire, institutionnelle, et puis qu'elle tente de relever ce défi-là, c'est-à-dire que, en quelques 50 ans, la science-fiction qui était jusqu'à aujourd'hui une projection finalement dans un futur plus ou moins parfait, avec certes des défauts, mais dont les nouvelles technologies semblaient promettre une utopie bien heureuse dans une technoscience bienveillante, eh bien peu à peu commence à perdre de ses couleurs, à virer à la catastrophe et à la dystopie, au point où aujourd'hui le réel semble combien même la rattraper, la dépasser et à se poser la question si la conjecture rationnelle n'est pas en train de se dérouler dans le réel et non plus dans la fiction. Voilà quels sont les défis actuels d'un musée comme le nôtre qui doit penser l'imaginaire au quotidien. Alors, bah, justement, vous parliez de cette articulation avec le contemporain et le fait que la science-fiction, effectivement, par bien des aspects, a été rattrapée par le réel, par l'actuel. Mais au niveau du musée, quelle articulation vous opérez entre l'aspect très patrimonial, donc historique, et les productions contemporaines? Alors, le patrimoine, finalement, il n'a pas de temporalité. Il y a les temps longs, les temps courts, le temps direct, de la même manière que nous sommes un musée qui est fondé sur une idée. Que ce soit science-fiction, voyage extraordinaire, utopie. On ne travaille pas à une période temporelle donnée, on ne travaille pas à un support artistique donné, on ne travaille pas à un artiste donné, on est vraiment dans cette idée générale d'un imaginaire dit de conjecture rationnelle. Alors, ça nous dégage déjà d'une grosse responsabilité qu'on ne peut pas être présent, enfin, on ne peut pas être exhaustif. C'est quelque chose qui nous dépasse complètement, que ce soit en termes de temporalité, en termes de support. La science-fiction, elle est texte, elle peut être bande dessinée, elle peut être film, jeu vidéo aujourd'hui. Enfin, les supports se multiplient avec le temps passant, et puis s'auto-référencent d'une manière exponentielle. Euh, donc voilà un petit peu à quoi nous sommes confrontés aujourd'hui. Donc d'une certaine manière, il y a tout un choix curatorial en termes d'archives et de construction d'un fonds qui est plus ou moins représentatif de ce qui nous semble être aujourd'hui la science-fiction ou cette pensée de la conjecture rationnelle. Ça implique qu'on puisse se tromper, qu'on puisse faire faux, mais ce sera des sensations, des sensibilités qui diront quelque chose aussi au travers de ces choix qui seront opérés au temps présent. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur les collections justement de la Maison d'Ailleurs? Quel type de documents, quelle masse, quel kilomètre, parce qu'on mesure aussi en kilomètres en archives. Oui, alors, la Maison d'ailleurs, c'est aujourd'hui un fonds qui s'est multiplié en 5 ans de 3 ou 4. À la base, c'était surtout un fonds livresque qui avait été collectionné par Pierre Versin. Livresque, vraiment tout support livre, hein. Ça peut être de la bande dessinée, du journal, de la littérature, des manuscrits, tout élément papier, on va dire. Puis ensuite, très vite, il a lui-même commencé à amasser des objets issus du cinéma, comme les affiches, des affichettes. Et puis, depuis qu'on l'a repris, eh bien, on s'est intéressé aussi à tout type de support qui pourra traduire quelque chose de ce rapport-là à la conjecture rationnelle. Ça peut être du jouet, des jeux vidéo, vraiment tout type de support. Là, pour donner un chiffre, mais on n'a pas terminé de référencer tout ce qui existait dans nos fonds, mais on a à peu près 120 000 pièces, items différents, principalement littéraires. Donc on a peut-être 70 000 livres autour de la thématique. Après, ça peut se construire. On a 5 000 affiches, on a plusieurs milliers d'images, des jeux vidéo. Enfin voilà, c'est quelque chose de très vaste sur lequel on essaye de produire. Toujours l'idée n'est pas d'être exhaustif, mais le plus représentatif possible. Ici, le début du XXIe siècle est très sensible en construction de la science-fiction au travers du jeu vidéo. Il faudra qu'on ait du jeu vidéo ou quelque chose de l'ordre du support du jeu vidéo pour le traduire. Au point de vue littéraire, ce sera pareil. On n'aura pas l'obligation d'avoir une collection complète, mais en tout cas que quelque chose soit là pour montrer qu'à un moment ou à un autre, la science-fiction aura été traitée dans le jeu vidéo, par exemple. Mais ça, c'est un vrai défi hein, en termes de conservation, de curation, d'exposition, le jeu vidéo, enfin, comment le préserver dans une institution qui a quand même justement une valeur patrimoniale, ça, c'est un sacré défi qui vous attend.
C'est un défi. Alors, le jeu vidéo étant presque, je veux dire, l'origine même de ce défi-là, qui est la dématérialisation même de notre culture. On va dire jusqu'au XXe siècle, la question se posait moins parce qu'on était en présence d'objets physiques et donc la conservation et la préservation d'un objet en tant que tel, même si s'il est littéraire, euh, elle se pose pas. Dès le moment qu'on va travailler une littérature qui sera transformée en PDF ou pour pas citer un support ou un jeu vidéo totalement dématérialisé qu'on peut quasiment louer sur le réseau, il y a une vraie question de ce qu'on peut conserver ou non et quelles sont finalement notre légitimité à le conserver sous quel type de support. Alors, de notre côté, nous, on ne sommes ni une bibliothèque spécialisée, ni un musée qui se consacre aux jeux vidéo ou à l'informatique. Donc, on peut faire des choix qui sont, on va dire, contraignants ou restreignants. Le jeu vidéo, par exemple, on va collectionner tout type de support qui est physiquement lié au jeu vidéo. Ça voudra dire un vieux CD-ROM, une pochette, une boîte de jeu. Euh, voilà, ce sera représentatif finalement d'un jeu vidéo à un moment donné. Et c'est d'ailleurs assez intéressant parce qu'on assiste actuellement à un certain nombre d'œuvres en fait qui reprennent l'esthétique, par exemple, des jeux vidéo des années 80, des années 80. Et c'est vrai que lorsqu'on a à disposition des collections de pochettes, par exemple, de jeux vidéo de ces années-là, en fait, on arrive à faire un lien direct entre une histoire qui a quasiment 50 ans. Et c'est vrai que si on n'a aucun support, eh ben, cette histoire, en fait, elle disparaît en même temps, ce qui est d'ailleurs une thématique assez de science-fiction, je trouve. Oui, absolument. Bah, c'était travaillé dès les années, on va dire 80, avec les premiers auteurs dits de cyberpunk, qui vont aussi montrer qu'on a un rapport finalement à l'objet, à la mémoire, qui est souvent lié. C'est-à-dire que la mémoire, elle va se fixer sur des objets sur lesquels on peut avoir un regard, en tout cas qui doivent se formaliser. Il n'y a qu'à voir les grottes de Lascaux, si elles ont une place aussi forte dans notre culture et dans notre euh, presque imaginaire, mais en tout cas cette culture partagée par tous, c'est parce qu'elles sont physiquement là. Tout le monde sait à un moment ou à un autre, grâce à l'histoire, que les peintures rupestres ont existé, que l'homme s'est exprimé très tôt d'une manière artistique dans les lieux qu'il habitait. Mais de les avoir sous ses yeux, c'est concrètement leur donner forme. Et ça, peut-être que notre culture actuelle, dite numérique, donc très, très intangible, elle est en train de perdre ce côté-là. Oui, alors effectivement, ça en tout cas un véritable enjeu actuellement, et c'est certain qu'on n'a jamais le même rapport entre un objet purement numérique et un objet strictement physique, même alors même lorsque finalement on ne voit cet objet généralement que sur un écran, je sais pas, des tableaux célèbres qu'on peut voir uniquement en reproduction, mais on sait qu'ils existent. Alors qu'une production strictement numérique, c'est un petit peu plus compliqué. Mais ça me donne une bonne transition en partant de Lascaux, en fait, et arrivé au début des années 2000. Et j'avais une question assez générale, en fait, pour vous. Assiste-t-on à un, entre guillemets, nouvel âge d'or de la science-fiction depuis le tournant des années 2000? Vous avez débuté, en fait, cette conversation avec une idée qui avait vraiment une production qui s'accélère aujourd'hui. Et effectivement, c'est vrai, on peut le voir, hein, il y a de plus en plus de productions liées à la science-fiction, cinéma, séries TV, jeux vidéo, littérature, bande dessinée, jeux de rôle, etc., etc. Mais il y a aussi un phénomène, j'aimerais vous entendre dessus, de légitimation qui est peut-être un petit peu différent parce que maintenant il y a une légitimation, certes populaire, également critique, ou qui a permis de sortir la science-fiction d'une forme de ghetto dans lequel ce genre pouvait être précédemment. Quel est votre regard là-dessus, sur cette multiplication assez incroyable de productions liées à la SF depuis maintenant 25 ans? C'est une question vaste. C'est une Certes. question vaste, Boris. Je vous remercie de la poser. Ça me donnait la possibilité d'aller un peu plus loin dans cette idée-là d'âge d'or. Il est toujours compliqué déjà de se lancer sur une réponse autour on va dire d'un présupposé tel que celui-là, c'est-à-dire qu'est-ce qu'un âge d'or? À un moment ou à un autre, il faut se positionner. Est-ce que ça veut dire qualitatif, quantitatif? Est-ce que c'est un rapport même avec la culture, avec le moment vécu? La plupart du temps, l'âge d'or déjà, c'est un regard rétrospectif qu'on a sur une certaine production qui permet d'avoir suffisamment de distance pour dire bah, quelque chose a été fait à un moment donné qui semble supérieur à quelque chose qui a été fait à un autre moment. Ça, c'est déjà le rapport à l'âge d'or
qui demande déjà que certains temps soient passés pour pouvoir le produire. Donc on peut dire certainement que la science-fiction, en tout cas ce qu'on aujourd'hui on conçoit, on déclare comme étant une production de science-fiction, existe depuis suffisamment longtemps pour qu'on puisse faire des projections du type il y a eu un âge d'or, un âge de bronze, un âge de fer, que sais-je, tous les âges qu'on a bien envie de lui donner. Et puis ensuite, je dirais qu'elle a déjà vécu une certaine forme d'adolescence, la science-fiction. Si on lit et qu'on prend en compte toutes les études que Pierre Versin aura faites au travers de son encyclopédie pour montrer quelles sont les racines culturelles qui remontent à bien, bien avant l'Antiquité en termes de création de fiction extraordinaire, on peut dire que depuis longtemps, la science-fiction a traversé différents types d'âges d'or, et puis qu'aujourd'hui, on peut se poser cette question-là avec la modernité même de la fiction au travers d'une certaine forme de littérature et de multiplication des supports. La science-fiction ne se déploie pas uniquement au travers de la littérature, elle se déploie sur tout type de support. La science-fiction ne s'adresse plus à uniquement une certaine caste de personnes qui ont, on va dire, les outils culturels pour la décoder ou une appétence personnelle pour l'apprécier. C'est quelque chose qui est unilatéral, qui se retrouve partout, sur tous les supports, qui est lu, vu, vécu par tous. Donc on peut dire, si ce n'est un âge d'or, en tout cas, elle est totalement représentative d'une culture contemporaine. C'est partagé de tous, à tel point qu'aujourd'hui, finalement, quand bien même l'étiquette science-fiction n'est quasiment plus valide, puisque chacun reconnaît un film de science-fiction sans qu'on ait besoin de lui dire attention, ce film est de science-fiction. Et bien au contraire, à la limite, les gens vont dire moi je veux plutôt voir un film de fiction mimétique pour dire je veux voir quelque chose qui est proche du réel à défaut de quelque chose qui serait lié à la science-fiction. Donc on voit presque un renversement dans les habitudes culturelles du moment. Alors oui, je pense qu'on pourrait parler d'un âge d'or pour ce qui est de la multiplication et puis du rapport au lecteur ou en tout cas au public actuel. Maintenant, on a un âge d'or qualitatif, il est toujours compliqué en termes de contemporain de se prononcer. Qu'est-ce que la qualité? Dans nos parties qui sont de travailler la mémoire, justement, c'est ce qui survivait à la mémoire, qui rendait la qualité. On peut avoir un millier de productions qui vont avoir lieu. S'il en reste une, ce sera celle qui survivra et qui qualitativement méritera d'être retenue. Alors là, aujourd'hui, se pose la question, et notamment avec le numérique, comment se fait le tri finalement quasiment naturel de la culture? On ne sait pas trop, hein, parce que tout survit, tout se multiplie. Et que ce soit science-fiction ou autre chose, on est devant cette explosion finalement de production. Effectivement, c'est une réflexion qu'on peut mener, par exemple, avec les plateformes, hein, qui sont complètement incontournables aujourd'hui en termes de production audiovisuelle. C'est vrai qu'on peut aussi avoir un biais de se dire, il y a une production, et peut-être même une surproduction de science-fiction, mais en même temps, il y a une surproduction de tout. Il y a une multiplication de toutes les thématiques, n'importe quel spécialiste de cuisine, de polar hongrois ou de sport japonais, en fait, peut trouver une source abondante. Donc, est-ce qu'il y a véritablement une augmentation de la production ou c'est plutôt une augmentation générale de la production culturelle dans laquelle s'insère naturellement la science-fiction? Oui, c'est certainement ça. Après, bon, ça c'est une réponse que je vous donne sans avoir de chiffres et d'études. Alors on va dire c'est une réponse de sensation, mais qui doit être partagée par tout, puis qui dit par tous et toutes, et qui doit dire déjà quelque chose d'important vis-à-vis de ça. Je ne crois pas que la science-fiction finalement, ou d'autres genres dits de fiction imaginaire, va être plus prépondérante dans cette surreprésentation. Je crois que c'est quelque chose qui est lié à tous les supports et notamment au niveau du numérique. Moi, ce qui m'intéresse plus dans ce côté âge d'or et qui me semble vraiment définir la science-fiction d'aujourd'hui, c'est cet échange avec le réel qui se fait d'une manière quasiment constante et cyclique. C'est-à-dire que c'est pas un lieu de création qui est complètement fermé, Mhm. qui se limite à créer des univers dans lesquels les gens vont aller se cloîtrer, se cloisonner, et puis qui vont se couper du réel. Au contraire, la science-fiction aspire et s'inspire du réel pour en donner quelque chose d'autre. Et ce qu'on oublie souvent, c'est que le réel lui-même aspire et inspire la science-fiction
pour donner quelque chose dans le réel. On le voit très bien, ce mouvement, et c'est cette accélération-là qui fait quelque chose d'une forme d'âge d'or, selon moi. On parlait des cyberpunk dans les années 80, des auteurs tels que Gibson qui vont écrire le, Neuromancien. le Neuromancien dans les années 84 ou 6, C'est je ne sais 84, plus. le neuromancien, c'est une date 84, c'est fatidique. bien. Et ça doit être 86 peut-être là, je sais plus, la déclaration du terme cyberpunk, quelque chose comme ça. Enfin, qu'importe, c'est quelques auteurs qui viennent pas forcément du fait littéraire, mais qui peuvent être des gens qui travaillent à ce moment-là dans la première informatique, qui peuvent être de programmation en dur, et qui vont tenter de traduire ça au travers de la littérature pour en dire pour penser un monde de demain qui serait vraiment lié à une informatique, mais à un moment où les réseaux sont des réseaux fermés, où on n'a pas encore un accès à ce qu'on appelle à Internet, où on n'a pas encore une vision, on va dire, commune et partagée de monde virtuel dans lequel on pourrait s'inscrire ou de partage de données de masse. Et ces auteurs, et notamment Gibson, vont mettre en place toute une description de ces univers qui devraient nous arriver dans très peu de temps, qui seraient liés, on va dire, au numérique, à l'informatique, aussi au partage d'informations, aux idées de réseau. Ils vont construire cette linguistique-là, ils vont construire les référents imaginaires, l'idée de plonger, l'idée d'avoir un monde virtuel, l'idée des réseaux. Ils sont à l'intérieur même du cyberpunk. Et à ce moment-là, ça reste un pur produit de fiction. Mais les gens qui vont lire ces ouvrages-là sont des gens de 20-30 ans qui, à ce moment-là, travaillent en informatique et, on va dire, dans un échange entre la fiction et le réel, vont récupérer, on va dire, d'une part, bien enfin, ce vocabulaire inventé par Gibson parce qu'il leur parle, ils vont aller le plaquer sur ce qu'ils sont en train de réaliser dans le monde informatique, que ce soit Internet ou la création des mondes virtuels. Et donc on a une sorte d'échange comme ça cyclique où on ne sait même plus, Gibson étant vivant a répondu à ça, on ne sait même plus si c'est lui qui invente la terminologie en se disant demain ce sera quasiment comme ça, et les gens qui ont fait cette technologie qui se disent ah on a lu Gibson, enfin c'est vraiment un échange comme ça de fond. Ce qui est sûr, c'est que personne s'était attendu à ce que ça aille aussi vite et d'une manière aussi endémique et absolue, quoi. Voilà. Oui, c'est vrai que le cyberpunk pose génélement un futur assez sombre, mais qu'on imagine plutôt éloigné tout de même, avec une transformation transhumaniste de l'humanité, une catastrophe climatique, généralement un avenir totalement contrôlé par des méga-corporations. Alors certes, pour tout ça, on n'y est pas exactement, mais en fait, on voit quand même la puissance aujourd'hui d'entreprises comme Google ou Amazon, le transhumanisme qui est un véritable mouvement, alors que c'était de la pure SF il y a 40 ans, le désordre climatique qu'on connaît. Donc finalement, le cyberpunk était très très ancré dans son réel, il me semble, son réel des années 80, mais en le poussant un tout petit peu et on se rend compte qu'ils l'ont pas tellement poussé finalement. Oui, ils l'ont pas tellement poussé et les deux grands auteurs que sont Gibson et Sterling, Bruce Sterling qui aurait écrit un roman séminal qui s'appelle La Schismatrice, s'en explique d'ailleurs souvent depuis les années 2000 en disant qu'à la limite ils arrêteraient d'écrire puisque dès le moment où le réel va rattraper ce qui a été écrit, il n'y a plus grand-chose à dire et de montrer qu'ils sont dans un non-temps, donc il n'y a plus de possibilité de conjecture, il n'y a plus de possibilité de pousser vers l'avant, parce que le réel va trop vite en fait. Et puis qu'on remarque qu'on pourrait dire n'importe quoi, que finalement en googlant on s'aperçoit que ce n'importe quoi existe déjà. Donc il y a une sorte de constat comme ça de rattrapage qui est extrêmement lénifiant, on dira, en termes de... Alors, ça peut contredire justement cet âge d'or de la science-fiction, pour ce groupe-là en tout cas d'écriture, qui lui montre bien que a été dit finalement ce qui devait être dit, et aujourd'hui c'est au réel de venir contrecarrer les idées qui ont été produites par cette littérature-là, enfin c'est un petit peu leur posture, mais qui pousse à réfléchir, effectivement, qui pousse à réfléchir. Alors, ça me permet d'enchaîner directement. On voit, il me semble en tout cas, depuis à peu près une quinzaine d'années, un renforcement de l'idée selon laquelle les productions fictionnelles, et donc
en l'occurrence la science-fiction, doivent transformer la réalité, par exemple en produisant des récits, entre guillemets, de futurs désirables, dans le but de modifier justement nos comportements. On peut par exemple citer les éditions La Volte françaises qui éditent notamment Alain Damasio, mais c'est également fait par des institutions beaucoup plus vastes, notamment liées aux thématiques écologiques. Donc, quel est votre regard en fait sur cette orientation de la science-fiction qui n'est pas forcément nouvelle, mais qui, là où on affirme nettement que la fiction doit influencer le réel au travers une spéculation? Oui, alors, c'est un débat qui a lieu, je pense, depuis que la fiction vraiment se définit dans une forme moderne du romanesque. À quel point est-ce qu'elle doit être que divertissement ou que production d'une forme d'intimité qui va se transformer au travers de la littérature? Est-ce qu'elle est là pour dire quelque chose, pour influencer et autres? À quel point la littérature a une mission? Rien que cette question-là, elle mériterait d'être posée avant d'y répondre. En quoi un texte de fiction doit avoir un impact, ou en tout cas doit s'allouer une certaine mission, d'autant plus lorsqu'elle est dite de science-fiction ou autre. Alors souvent on se réfère à l'idée même des premiers textes dits d'utopie. Mm. On va remonter à Thomas More. Ce sont des textes qui ont été écrits pour certains en 16e, au 17e, 18e, qui sont souvent des fictions, mais pas au sens où on l'entend en termes modernes. La fiction moderne, elle est vraiment de la fin du 19e, début du 20e, avec l'idée de créer un univers dans lequel on peut plus ou moins s'immerger, ressentir des sentiments, partager une histoire. Ça, c'est la fiction moderne. Avant ça, c'est pas exactement ce rapport-là qu'on a à la fiction, surtout qu'elle n'est pas populaire, elle n'est pas partagée par des vastes publics, mais souvent restreinte à un lectorat qui est beaucoup plus petit. Et l'utopie, c'est l'idée en fait d'instrumentaliser l'histoire pour parler d'une proposition politique. Pour de vrai, c'est ça l'utopie, hein. Thomas More, quand il construit une île inconnue dans laquelle un peuple a développé sa propre culture et sa propre culture politique, en bien ou en mal, ou en tout cas en comparaison avec ce qu'on est en train de vivre actuellement, c'est au même titre qu'un Platon dans la République, c'est une proposition hypothétique de quelque chose qu'on va illustrer au travers de la fiction. Mais il n'y a pas de mission autre que celle finalement d'une forme d'illustration. Prenez toutes les utopies ou plutôt dystopies du début du XXe siècle, hein. Ce sont souvent des textes tragiques qui vont montrer les dérives de pouvoir autoritaire. Il faut jamais oublier qu'une œuvre va dépasser l'intention même d'un auteur ou d'un éditeur. Une œuvre, elle va perdurer, et c'est plus le regard qu'on aura sur cette œuvre-là, la lecture qu'on aura sur cette œuvre-là, qui va générer une idée, plutôt que la volonté de celui qui l'a écrite. Songez que véritablement les gens qui vont lire l'Utopie de Thomas More aujourd'hui, les idées on va dire, d'un anglican du XVIe siècle avec certaines idées, notamment sur les genres, n'ont plus rien d'utopique au XXIe siècle, hein. Donc si vous le lisez avec un regard déconnecté, on va dire, de l'histoire et on va dire, de l'idée même de l'écrivain, vous allez voir une contre-utopie, c'est-à-dire qu'un texte catastrophique. À dessein, si on est très mal tourné, vous avez certaines contre-utopies célèbres du XXe siècle, comme 1984 ou Le meilleur des mondes, qui pourraient sembler, dans certaines régions du monde aujourd'hui, chez certains, on va dire, dirigeants un petit peu mal tournés, des utopies totales, hein. Je pense que 1984 d'Orwell est tout à fait désirable en Corée du Nord aujourd'hui et n'a rien d'un texte contre-utopique, mais au contraire d'une grande réussite pour tenir ses troupes en place. Donc, non, je ne suis pas convaincu finalement qu'on puisse construire une mission ou à donner des objectifs de mission à la science-fiction ou à tout autre type de texte, parce que celle-ci, elle nous a totalement dépassé par la lecture même que chacun va en faire. Merci pour cette réponse que je trouvais effectivement extrêmement intéressante parce que c'est un débat qui revient quand même assez régulièrement autour de la science-fiction. Mais aussi parce qu'on la met, cette science-fiction, dans une perspective historique, et vous signalez très justement que les utopies d'hier sont souvent les dystopies d'aujourd'hui, et sans même remonter jusqu'à Thomas More, hein, mais si on prend les utopies consuméristes des années 50 américaines, je pense pas qu'il y a grand monde qui aimerait aujourd'hui vivre exactement de la même manière. Je reviens un petit peu aussi sur cette question
de l'histoire, parce que la science-fiction a quand même une histoire qui est très longue, même si la science-fiction ne débute pas avec Star Wars, contrairement à ce qu'on peut croire. Et elle ne débute d'ailleurs pas forcément d'ailleurs aux États-Unis, même si on l'a beaucoup lié dans nos imaginaires, notamment cinématographiques, à l'Amérique du Nord. Alors, selon vous, quelle est la place de l'Europe dans la science-fiction? Alors, certes passée, mais également présente. Alors, évidemment, avec ce qu'on a dit, et ça on le conçoit d'un point de vue culturel, originel, hein, l'Europe est vraiment on va dire, un des berceaux séminales de l'idée même de la science-fiction. Si on remonte à ces épopées de Gilgamesh, en passant par les grandes utopies extraordinaires du 19e siècle. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que oui, la science-fiction est issue d'Amérique du Nord. C'est-à-dire concrètement la construction d'un genre, c'est-à-dire les limites de ce qui va faire un genre. Et c'est une construction qui a été pensée. Elle a été pensée par un auteur qui, lui, était un émigré européen qui va arriver à New York dans les années 20 et qui va vouloir construire finalement divers journaux lui permettant d'avoir un rapport avec la vulgarisation scientifique, avec l'idée de la radio, enfin voilà. Quel est Euh, son nom? Quel est son nom? c'est Hugo Gernsback. Hugo Gernsback. Qui vient du Luxembourg et qui va voilà, traduire sa passion pour les nouvelles technologies, notamment les ondes radio, en éditant des revues dites de vulgarisation. Et puis, au travers de ces revues-là, il va s'apercevoir qu'il y a un trou, qu'il y a un manque, qu'il y a un désir en fait d'histoire sur la technologie. Et donc, il va créer un premier magazine sous le format pulp, qui est un format très commun aux États-Unis. C'est une sorte de magazine bon marché qu'on peut lire comme ça dans sa voiture ou dans le métro, d'une centaine de pages avec on va dire, des histoires très courtes. On en trouve dans les années 20 autour de westerns, des polars, des romans de guerre. Enfin, on a toute pléthore de genres là-dedans. Et Egon Gansbach, il va inventer en fait avec le premier numéro d'Amazing Stories, hein, qui est ce pulp qui va institutionnaliser la mention même de science-fiction. Et quand il dit je fais un pulp de science-fiction, ben, il est obligé d'expliquer ce que c'est que la science-fiction. Il dit c'est des textes d'importation qui sont voilà, originellement inventés par des gens tels que Jules Verne, H.G. Wells ou bien Edgar Allan Poe. Et il va convoquer finalement, il va demander à des auteurs de venir construire peu à peu des visions du futur, des visions de la technologie, des visions de mondes différentes au travers de sa revue. Ça, c'est vraiment un processus de construction. Mais on voit que quand Gernsback va le construire au travers de son pulp, toutes ses inspirations en fait sont européennes. Parce qu'on parle de Jules Verne, qui est un auteur français, on parle de H.G. Wells, on l'oublie, qui est un auteur britannique et donc européen. Et vous savez que les éditions jusqu'au XXe siècle entre les États-Unis et la Grande-Bretagne n'a rien à voir. C'est limite des pays totalement étrangers qu'on retraduit, si ce n'est qu'en tout cas on republie d'une manière différente. Edgar Allan Poe n'est pas du tout connu aux États-Unis à ce moment-là, il est oublié. S'il nous revient par l'entremise en fait de Gernsback, c'est parce que c'est la traduction de Baudelaire qui a fait de Poe un grand auteur en Europe. Et c'est limite que quand on le réimporte aux États-Unis, on ne retraduit pas Edgar Allan Poe, la traduction de Baudelaire en anglais pour le présenter aux Américains. Vous voyez, l'essor même de l'idée séminale d'une science-fiction qui a été construite en Amérique du Nord est juste en termes de création de limites, mais par contre, en termes d'origine, elle est pleinement enracinée dans une Europe. Après, ça va être galopant. Entre 1926 et 1950, euh, les auteurs américains vont s'engouffrer dans cette idée de science-fiction qui leur parle beaucoup, hein, qui dit quelque chose de cette Amérique. C'est l'Amérique qui rugit, c'est l'Amérique qui va aller jusque dans les années 50 pousser le programme spatial et la recherche sur la bombe atomique. C'est ça la science-fiction basique des États-Unis. Et puis finalement, en Europe, on va un petit peu oublier ces auteurs et abandonner ça aux Américains qui le font si bien. C'est un peu ça l'idée. Et cette science-fiction, d'ailleurs, elle revient après la Seconde Guerre mondiale en Europe et notamment en France, au travers en fait des pulps et des publications de bandes dessinées que les États-Unis imposent au travers également de leur plan Marshall. Donc il y a une espèce de renvoi en fait de cette science-fiction qui est partie depuis l'Europe, qui passe par les États-Unis et qui revient ensuite en Europe et notamment pour notre espace à nous, l'espace francophone. Ça, c'est qu'ils ont cette machine
de production. On parlait avant de surproduction à partir des années 2000. Il faut imaginer les années 50, il y a déjà un rapport de surproduction qui est gigantesque. Quand ils arrivent sur le marché européen avec leurs histoires de pulp, ils ont des dizaines et des dizaines de milliers de pages à disposition qui ne demandent qu'à être traduites et qui ont déjà fait leurs preuves sur un marché qui est très grand. Donc il y a l'aspect nouveauté, il y a énormément d'éléments qui font que et c'est extrêmement populaire. C'est pensé aussi comme des produits, hein. C'est carré pour que ce soit élu en très peu de temps, pour qu'on comprenne. Enfin voilà. Tout est mis en place pour avoir un objet désirable. On parlait de désir tout à l'heure. Bah là, l'objet est totalement pensé pour être quelque chose de désirable en termes de consommation. Je peux me permettre de faire un tout petit pas de côté, mais qu'on reste quand même dans la science-fiction. L'auteur, l'écrivain et le scénariste de bande dessinée Serge Lehmann a une thèse tout à fait intéressante qu'il a d'ailleurs développée dans une série de bandes dessinées dont les premiers tomes s'intitulent Les Brigades Chimériques. Un court-métrage d'ailleurs, pardon, un film d'animation va sortir bientôt, si je ne m'abuse. Et la thèse de Lehmann serait la suivante, les super-héros sont en réalité pas du tout une invention américaine, mais une invention européenne. Est-ce que vous avez un avis sur cette thèse que je trouve tout à fait intéressante parce qu'on associe vraiment tellement aujourd'hui les super-héros aux États-Unis, à Marvel, à DC, ce genre de choses? Alors, les super-héros, après, c'est certainement un raccourci que va prendre Lehman. Euh, Lui, il parle justement de cette réminiscence d'un âge d'or. Il dirait l'âge d'or oublié, en fait, c'est ces auteurs séminaux européens qui, à la fin du 19e, début 20e siècle, vont constituer le berceau d'une forme de science-fiction, mais qui va leur échapper quasiment des mains par un Gernsback qui partirait aux États-Unis et puis qui mettrait en place une machine qui va les supplanter. Ce qu'on oublie souvent, c'est que juste après Jules Verne, à partir de 1900, entre 1900 et 1920, c'est-à-dire avec les grandes ruptures des deux grandes guerres, on a encore beaucoup d'auteurs francophones notamment, mais européens d'une manière plus large, qui vont construire, on va dire, des prototextes de science-fiction. On a notamment Maurice Renard Mhm. qu'on va oublier, on a Rosny Aîné, Mhm. on a énormément d'auteurs en Italie, en Allemagne, qui vont construire des histoires, pas forcément telles qu'on le pense, technoscientifiques, d'espace, de conquête spatiale, d'aller essaimer l'espace, mais de personnages qui sont différents. Chez Maurice Renard, on aura un homme qui va s'énucléer et puis se mettre des yeux électriques pour voir le monde d'une manière différente. On oublie que Maurice Renard est l'auteur des Mains d'Orlac. Donc cette personne-là qui va avoir une grève de main d'un meurtrier qui va s'étrangler Mhm. lui-même. Et puis on oublie qu'à la base, et de nouveau les Britanniques, le Frankenstein est anglais, et Écrit que d'ailleurs c'est sur les bords du lac Léman. écrit sur les bords du lac Léman par une femme écrivaine dont on tait souvent le nom au même titre on tait le rapport entre la créature et Frankenstein qui est réellement le médecin dans ce cadre-là. Ce que Serge veut dire, d'une certaine manière, c'est que l'Europe fait son travail en fait de création, elle va constituer des proto-mythes qui sont souvent au travers des personnages. On parle de Frankenstein, on parle voilà, de l'homme aux yeux électriques. Elle le fait très bien, mais elle va se faire vampiriser d'une certaine manière. C'est pas vampiriser, c'est vrai échange culturel entre un continent et l'autre, entre différentes sensibilités. Les Américains, ils vont très bien le faire et ils vont répondre à une demande, en fait, d'une certaine époque, à partir des années 26. Et puis l'Europe, gentiment, va s'oublier dans ce désir et dans cette fascination opérée par cette vaste culture américaine qui sera imposée dans les années 50. Il faudra attendre les années 1980-1990 pour que des chercheurs, des passionnés tels que Serge Lehmann et d'autres aillent récupérer finalement toute cette production, ces auteurs. On oublie que Maurice Renard, en plus d'écrire de la littérature qui fricote vraiment avec les tendances de science-fiction, va appeler de ses voeux et sortir des articles où il va définir avant Gernsback l'idée même d'une science-fiction. Il va essayer d'appeler à fédérer des auteurs pour faire quelque chose là autour. Il ne sera pas entendu parce que voilà, l'époque n'est pas propice à ça en Europe à ce moment-là. Mais d'ailleurs, y a-t-il une science-fiction qu'on pourrait qualifier d'européenne ou vraiment elle est beaucoup trop fragmentée par les différents pays qui la composent et parler de science-fiction européenne par opposition à une science-fiction américaine serait fautif? Non, c'est pas fautif, tout dépend de comment on utilise une étiquette. Si on l'utilise vraiment comme elle a été constituée, d'où ma phrase de tout à l'heure, elle est vraiment constituée par Hugo Gernsback en 26.
c'est une limite stricte. Il va dire c'est ça. On va prendre des auteurs, il va dire c'est parler de l'espace, de la technoscience, du futur, il faut que ce soit plutôt bienveillant. Mais pour avoir un cadre qui est beaucoup plus large, et puis de dire ben, c'est tout ce qui. L'idée de Versin, de dire conjecture rationnelle, c'est de dire conjecture, on fait quelque chose du réel qui nous entoure. Ça peut être travailler le temps, travailler l'espace, travailler la technologie, travailler l'humain. Rationnel, ça veut juste dire, il faut que ce soit fonctionnel dans l'idée même du cadre que j'ai construit. C'est pour le délimiter par rapport à un fantastique qui va partir dans quelque chose qui est, on va Ah, dire, c'est une rupture du chimérique, quoi. réel, en fait. Exactement. Exactement. Dans ce cadre-là, euh, toute l'Europe, et ben, je veux dire le monde entier, travaille de la science-fiction aisément depuis qu'il écrit. Mhm. Si on prend cette éthique-là, étiquette-là. Maintenant, dans l'étiquette à la Gernsback, alors on se limite effectivement à ce qui est produit dans les pulps à partir des années 50, 26, juste dans les années 50, et qu'on va retrouver, on parlait de Star Wars tout à l'heure. Star Wars, c'est un énorme hommage, d'une certaine manière, pour pas dire un autre mot, à la culture pulp. On retrouve toutes les grandes tendances du pulp, et Lucas ne s'en est pas caché au début. Et puis ensuite, il a inventé sa propre mythologie créatrice. Mais si on prend ses premiers services presse où il essaie d'expliquer son inspiration pour créer Star Wars, il dit bah, c'est ces livres que j'ai lus gosse. Et moi, j'ai repris tous les éléments, puis j'en ai fait quelque chose qui est un conte d'aujourd'hui. Alors, je pense qu'il parle de conte ou ce genre de choses. Mais il va reprendre toutes ces grandes tendances. On est déjà dans un rapport, vous voyez, on parlait d'âge d'or. Dans Star Wars, c'est un hommage à un âge d'or d'un enfant. Puis les années 26, c'était super, les fusées, elles étaient carlinguées, et puis on inventait les rayons laser, puis en même temps on se battait avec des épées. Ouais, l'âge d'or, c'est toujours avant, hein. C'est étonnant, C'est peu toujours importe mieux l'époque. avant, ouais. Mm. On parlait là de l'Europe, des États-Unis, mais la Suisse dans tout ça, est-ce qu'elle a une place dans la science-fiction contemporaine ou c'est juste un lieu dans lequel on passe et quelquefois où Marie Shelley écrit un Non, chef-d'œuvre? non, et puis bah, tout dépend de ce qu'on entend par la Suisse en termes de représentation. En termes de représentation et d'idées, je crois que c'est un pays qui peut être même assez souvent cité utopie contre utopie ou parfois avec humour ou non dans des représentations de futur qui peuvent être plus ou moins catastrophistes. Je me souviens souvent de textes où l'Europe s'effondre, si ce n'est la Suisse qui est le sort de dernier rempart. Même dans la fiction, ça se passe pour vous dire qu'on ne fait pas que des projections politiques là-dessus. Si la question elle est au sujet de l'invention et d'auteur d'importance, ces textes d'importance, elle a sa place au même titre que de nombreux pays, avec des proportionnalités qui sont différentes. La Suisse étant trilingue, des auteurs francophones, germanophones, qui peuvent travailler plus ou moins des traits de la science-fiction ou de la conjecture rationnelle, avec des sensibilités qui sont celles d'un petit pays qui essaye de se chercher. Alors, si on pense à l'auteur le plus célèbre, historiquement parlant, suisse, songez à un Ramu. Ramu, il a plusieurs textes qui pourraient très bien se placer dans le cadre de conjectures rationnelles ou irrationnelles, euh, soit sur la mort, soit sur la peur ou la folie de gens à l'approche d'une fin du monde plus ou moins annoncée. Donc oui, on n'en sort pas, c'est On n'en sûr. sort pas. On parlait justement des différents genres et sous-genres et qu'est-ce qu'on appelle en fait véritablement science-fiction, mais il se trouve que de manière générale, dans la science-fiction, il y a eu un développement de classification extrêmement fine, de Mhm. sous-genres, de sous-sous-genres, etc., etc. Alors, on peut parler de cyberpunk, de steampunk, de hard, SF, de space opera, uchronie, utopie, dystopie, prototypie, post-apo, etc., etc. Est-ce que selon vous, toutes ces catégories, en fait, elles ont un sens ou c'est juste un élément marketing d'éditeur pour vendre quelque chose? Non, elles ont un sens, même si on peut toujours douter sur le côté étiquetage. L'étiquetage a été certainement très fonctionnel à un moment ou à un autre d'un point de vue éditorial et de reconnaissance, d'un point de vue de consommation. Alors on pourra toujours le critiquer, mais qu'importe, ça reste des référents. Et puis, lorsqu'on arrive à avoir quelque chose qui devient aussi fin que cet égrenage-là, ça montre bien qu'on est aussi dans un rapport de production au sens absolu du terme qui est tel qu'il faut pouvoir s'y retrouver à un moment ou à un autre sur des besoins. Mais ça reste des besoins de consommation mais qui sont pas de la consommation, on va dire, euh, indigeste, mais simplement de se retrouver. Quand je parlais de cadre et de limite, c'est de dire à un moment ou à un autre,
Lorsque j'ai envie de me plonger dans un univers steampunk, me dira alors ça se passe plutôt dans une époque peut-être victorienne, avec de la vapeur et des robots mécaniques. Ça semble très léger ce que je suis en train de dire, voire stéréotypé, mais c'est ça, le stéréotype même de l'étiquette. Et ça vous donne finalement des référents qui vont vous permettre déjà de préjuger avant même de plonger dans le livre si ça répond à une certaine demande d'univers auquel vous vous sentez proche. Donc, oui, ça a une certaine valeur, on va dire. Après, où est la surprise? Ben, la surprise sera dans le texte. Voilà. Dernière question concernant les genres en tant que tels. On voit quand même qu'il y a une multiplication d'œuvres sur tout support qui abordent un genre en particulier, c'est celui du post-apocalyptique. Alors on a voulu y voir en fait une forme de vision très pessimiste en fait de l'avenir. Ça, j'en suis pas aussi sûr parce qu'il y a eu d'autres périodes où il y avait aussi des récits post-apo, comme on dit. Mais quel est votre regard là-dessus? Est-ce que c'est vraiment strictement lié à l'actualité qu'on peut imaginer sombre, alors que bon, dans les années 80, 80, bah, l'actualité pouvait aussi être très sombre, ou c'est plutôt un effet de mode et un effet de lentille qu'on peut voir actuellement? Non, je crois pas que c'est un effet de mode, c'est un ressenti. À défaut de le vivre dans la réalité, au moins la fiction, l'homme aime bien se faire peur. Il faut jamais oublier qu'une fiction, à défaut d'avoir des missions d'éduquer ou de prouver et autres, ce qui est sûr, c'est qu'elle est là pour nous entraîner dans des processus de narration qui nous tiennent au ventre. Et c'est pour ça que les utopies sont très mauvaises par rapport à ça. Il y a rien de, il y a rien de plus décevant que de lire un texte où tout se passe bien, les gens sont heureux, et puis finalement, oui, en termes narratifs, ou en tout cas de construction fictionnelle telle que nous, on a nos habitudes aujourd'hui, modernes, il se passe rien. Mhm. Et se passer rien, c'est pas bon. Ça peut être possible au XVIe siècle, mais pas au XXIe siècle. Alors, quand on veut être confronté vraiment à des récits qui semblent trépidants et terribles, on va dire un récit d'apocalypse et de post-apocalypse semble être des portes ouvertes à toutes les aventures et toutes les horreurs possibles. L'homme aime se faire peur. Lorsqu'il se fait peur dans ses fictions, d'une certaine manière aussi, il démystifie une horreur qui pourrait avoir lieu dans le réel. Moi, je vois assez bien, je suis pas sûr qu'il n'y ait pas eu un quatrième dimension ou qui aurait exploité cette image-là, mais je vois assez bien des gens continuer de lire ou de visionner, de jouer à un jeu vidéo de post-apocalypse, alors qu'un énorme météore est en train de se diriger sur la planète. Vous voyez? Et il y a un C'est ce épisode de la rapport quatrième dimension où il y a un homme qui se retrouve enfermé pour lire avec une dans un explosion. Ouais. coffre, Ouais. et puis il se rend compte qu'il y a eu une guerre nucléaire, et quand il ressort, tout est dévasté, sauf les livres. Mais hélas, à la fin, il casse ses lunettes. Exactement, c'est le meilleur épisode. Mais il y a un peu de ça. Donc c'est notre rapport à la fiction qui nous pousse aussi à aller dans les extrêmes. Et je ne sais pas, au comptage, euh, les récits post-apocalyptiques, euh, on parlait de la mémoire, je pense que demain, dans un temps long, on en retiendra quelques-uns, mais pas tout ce qui a été produit. Quelles sont les évolutions de la science-fiction contemporaine que vous, à votre place qui est tout de même très privilégiée, vous pouvez détecter? Est-ce qu'il y a des thèmes éternels qui reviennent constamment, d'autres qui se transforment radicalement? Quel est votre regard en fait sur cette production actuelle en termes de thématique? Je crois que justement, la science-fiction contemporaine est de plus en plus au contact du réel. Elle travaille vraiment au jour le jour tout ce qui est en train de nous arriver dans le monde du quotidien. Ça peut être les nouvelles technologies, notre rapport au monde, l'écologie, penser le futur. Et c'est parfois une science-fiction qui se déclare même pas, qui peut être des textes d'aujourd'hui, mais soudain on aura un détail qui viendra nous montrer que bah, quelque chose d'autre a été inventé ou quelque chose diffère. Je pense que de plus en plus aussi, on va se confronter à réfléchir l'importance de l'intelligence artificielle au travers même de la création. Et je pense que la littérature, là, de plus en plus, elle doit se méfier parce que pour l'instant, c'est compliqué, mais c'est quelque chose qui va être très vite manipulé par l'intelligence artificielle. Et il faut que les auteurs en parlent avant même que l'IA en parle elle-même. Voilà, je pense que c'est ça les prochains textes qui vont sortir, en tout cas les tendances qu'on sent apparaître en science-fiction, parce que les auteurs n'ont pas peur de ça, ils le font. Donc parler justement de l'impact de l'intelligence artificielle Parler de sur- l'impact, parler de l'impact d'une part, mais aussi l'utiliser. Je pense que Ah, vraiment les premiers textes de science-fiction, enfin les premiers textes générés par des IA, ça semble être d'une grande
d'un grand stéréotype ce que je vais dire, mais elles seront forcément de science-fiction. Je sais pas pourquoi, je le sens comme ça. Mhm, mhm. Ah, mais ça, c'est très intéressant hein, parce il y a des mouvements qu'on sent vraiment extrêmement réfractaires à cette utilisation pour des raisons qui sont parfaitement logiques et qu'on peut comprendre. Mm. Mais, euh, mais on voit quand même cette évolution arriver à grands pas, hein. Bien sûr. Après, c'est le même regard qu'on a avec ces textes qu'on peut considérer à un moment comme des utopies et puis soudain qui vont changer suivant le regard qu'on peut porter. Une production culturelle ne se suffit pas en soi. Elle sera toujours valide par le regard qu'on porte sur elle. Donc la question aujourd'hui qu'on doit se poser, c'est pas tant si les IA peuvent créer ou écrire, combien même de la science-fiction, mais est-ce que nous voulons lire des productions de l'IA? C'est ça la vraie question. Bah, c'est une belle conclusion pour cette série de questions générales, mais avant de nous quitter, j'aimerais encore vous poser quatre courtes questions, ce qui devient un petit peu l'habitude maintenant sur cette chaîne, autour de questions européennes, puisque nous sommes tout de même ici pour une interview pour la Fondation Jean Monnet pour l'Europe. Donc si vous voulez bien, nous allons partir sur ces quatre petites questions. Oui, On est parti? volontiers. Parfait. On est parti. Alors la première question, c'est que représente l'Europe pour vous? Alors, pour moi, l'Europe représente une vache perdue sur une plage. Voilà, qui est une mythologie que j'ai appris, un mythe que j'ai appris il y a très longtemps et que j'imagine assez bien, c'est-à-dire de... Donc l'enlèvement d'Europe par C'est ça, Zeus transformé en taureau. c'est ça, c'est ça. À la base, pour moi, c'est vraiment ça. C'est une idée euh, mythique ou mythologique de quelque chose qui est concrètement qui trait à l'Antiquité. C'est-à-dire que soudain, certes, derrière des guerres d'influence, de pouvoir et autres, mais en tout cas de créer une culture qui soit partagée par tous du nord au sud. C'est un petit peu ça l'idée. C'est une belle idée. Deuxième question, quels sont selon vous les atouts et les défauts de l'Europe? Oh, c'est toujours les mêmes réponses, vous savez, ça fait comme un CV. Elle a les atouts de ses inconvénients, les inconvénients de ses atouts. Ce qui est très beau dans l'Europe, euh, c'est que c'est vraiment quelque chose qui est ancien aujourd'hui, qui est ancien dans sa diversité, dans sa volonté malgré tout de tendre à une forme d'universalité dans sa diversité. Alors ça, c'est la beauté de l'idée même d'une Europe. Et puis après, elle a les inconvénients de quelqu'un qui tente d'universaliser cette diversité et qui a tendance à exacerber les éléments incompatibles et qui, derrière un tissu qui est très beau, bien, de temps en temps, a tendance à se dissoudre. Alors bah, ça me permet d'enchaîner avec la troisième question. Quelle serait l'Europe de vos rêves? Elle n'est pas de rêve pour l'Europe. Je crois qu'elle a tellement... elle nous dépasse. C'est plus qu'une idée, l'Europe. Moi, mon rêve, c'est que ça dépasse la simple idée ou la simple carte ou la simple dénomination. Mais que ça reste une réalité finalement socio-philosophique telle qu'on a pu la penser à un moment ou à un autre en Grèce antique. Et enfin, bah, alors, la dernière question, que représentent pour vous les grandes figures européennes? Alors évidemment Jean Monnet, mais il y en a beaucoup d'autres. Est-ce que vous avez une représentation de ces grandes figures ou alors pas du tout? Moi, j'ai de la peine à songer en grandes figures en termes européennes. Il y a des grandes figures qui peuvent être plus ou moins philosophiques ou inspirantes. Bon, je pense que l'Europe en tant que telle est inspirante comme idée. Bah, c'est une très belle conclusion pour cette interview. Frédéric Jacot, je vous remercie infiniment d'avoir accepté cette interview. Merci, c'était un très grand plaisir. Et puis, bah, je vous souhaite une très bonne continuation pour vos prochains défis en tant que directeur de la Maison d'ailleurs, parce que je suppose que, et ça, c'est pas de la science-fiction, des défis, il va y en avoir. Quelques-uns. Mais je vous remercie. Merci M- Boris. À Merci bientôt. beaucoup. Merci, Au au revoir. revoir.